En premier lieu, je tenais à remercier Aster pour l'organisation et l'invitation. Je vais vous parler aujourd'hui d'un projet de recherche qu'on a mené au sein de notre entreprise. On est un bureau d'études en région toulousaine. On travaille sur les aspects énergétiques et environnementaux autour du bâtiment et sur les matériaux naturels. Voilà, le projet, c'est autour de la terre coulée. Pour recontextualiser un peu, on a les techniques ancestrales, avec des témoignages très anciens. Et à partir du début des années 2000, des premières expérimentations et des premiers projets en terre coulée, voilà, notamment dans la région de Grenoble. Et de 2010 à 2013, une thèse sur le béton d'argile environnemental qui est disponible là, publiquement, qu'on peut retrouver avec des résultats intéressants. On sent que ça s'est arrêté un peu en chemin, qu'il y avait des opportunités, des pistes qui n'étaient pas forcément poussées jusqu'au bout. Et on a notamment pu discuter avec Romain Anger qui nous l'a confirmé. Et nous, en 2016-2017, on a un premier projet où on nous sollicite pour voir comment on peut réutiliser la terre du site avec une entreprise et dans un contexte voilà, d'entreprise traditionnelle de gros œuvres. Et du coup, ça a initié une réflexion qu'on va vous partager aujourd'hui. Donc le projet, je le disais, c'était en 2016. Vous verrez quelques photos à la fin. C'est un projet qu'on a finalement livré en 2021, qui a mis un peu de temps à aboutir. Qui nous a fait nous poser pas mal de questions. Et du coup, pour essayer d'y répondre de manière un peu consciencieuse, on a cherché des financements pour faire des essais, des recherches, des calculs. Donc on a obtenu un financement sur la base du PIA 3 en 2019. Et on a lancé un programme avec différents partenaires sur 2 ans. L'objectif, c'était d'étudier donc la technique de construction à base de terre de site coulé avec des liants, différents types de liants hydrauliques, vous les verrez après, et aussi sans liants. Se poser la question notamment des faisabilités techniques, des résistances mécaniques, des résistances à l'abrasion, du coût, de l'impact environnemental de ces techniques. Voilà, donc c'est un peu la philosophie avec laquelle on a abordé le projet. Ça a mobilisé 8 personnes chez nous, à peu près 4500 heures de travail et plusieurs collaborations avec les personnes ici. Il y en a certains dans la salle que je remercie en particulier. Et notamment Grégoire et Jeanne chez nous. Et ça a donné lieu à ce guide qu'on a édité sur notre site internet depuis hier soir, pour que vous puissiez le télécharger. On l'a appelé guide pour la bonne conduite d'un projet en béton d'argile coulé. On ne voulait pas l'appeler guide de bonne pratique pour pas qu'il y ait de risque d'amalgame avec les textes édités par la profession. Et on parle de bonne conduite parce que, à notre sens, il y a des usages qui se distinguent et qui sont plus adaptés que d'autres. On va y revenir. On a travaillé sur la méthodologie d'analyse de la Terre. Alors à chaque fois que je dis ça, j'ai l'impression d'entendre toutes les personnes qui passent à ce micro dire ça. Au final, on arrive tous à peu près au même résultat, mais c'est important de le refaire pour valider la méthodo et voir que la méthodo qui marche pour la BTC, le PISE ou autre peut également marcher pour la terre coulée. Et ensuite, on a travaillé surtout sur les formulations, parce que nos premiers projets, on travaillait à tâtons, on faisait un peu plus, un peu moins, et puis à chaque fois il y a des temps de séchage, ainsi de suite, et ça peut mettre longtemps d'approcher une formulation optimale. Quand je dis optimale, c'est le plus de terre et le moins de liants. Et en travaillant sur cette méthodologie de formulation, on arrive maintenant à viser juste quasiment du premier coup. Et ensuite, l'évaluation environnementale, on a travaillé avec le bureau d'études ANACV STANA qui nous a produit une sorte de mini configurateur interne pour évaluer, selon la règle de calcul des FDES, l'impact des différentes formules qu'on a testées. Et ensuite, vu qu'on voulait être complet et aller jusqu'au chantier, on a travaillé aussi sur une méthodologie et une organisation de chantier et des tests aussi sur les coffrages perdus.
Donc une rapide définition de ce qu'on appelle un béton d'argile. La terre en elle-même, finalement, peut être considérée comme un béton d'argile, avec l'argile qui est le liant et les granulats que sont les sables, les graviers, ainsi de suite. Sur la partie de droite, il peut y avoir l'ajout d'un liant hydraulique. Vous le comprenez assez naturellement. Le liant, il va servir à décoffrer. Parce que quand on coule sans liant ou avec des liants aéroliques, s'il n'y a pas d'accès à l'air, si on est sur des banches perméables, quand on décoffre, c'est liquide et donc ça ne tient pas. Donc on a travaillé sur cette problématique et vous le verrez après. Les différents liants qu'on a testés, ils sont ici, ciment, chaux plus métakaolin, du plâtre aussi, des super plastifiants, des adjuvants, notamment les adjuvants d'Oxara, une jeune société suisse, et des tests donc sans liant hydraulique sur des coffrages perdus. Et bon, on a tiré pas mal de résultats de tout ça. Je ne vais pas pouvoir tout vous détailler, mais j'ai fait un zoom sur quelques graphiques qu'on trouvait intéressants. Ici, vous avez un graphique sur la résistance mécanique qui n'est pas forcément simple à lire du premier abord parce que les petits codes en bas, si vous n'avez pas bien en tête ce que c'est compliqué. Mais là, on est uniquement sur un comparatif de pourcentage en liant ciment. Et vous voyez en bas, quand il y a marqué C0, c'est 0% de ciment, 3%, 6%, 9%, 12%. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez les échantillons témoins en gris, qui sont des bétons selon les bétons de centrale, les bétons prêts à l'emploi. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intéressant? On voit qu'un béton de ciment dosé à 9%, il a une résistance qui est quasiment 3 fois plus haute à la résistance à la compression qu'un béton d'argile dosé à 9%. Par contre, dès qu'on descend en dessous du seuil des 6-7%, on est sur des résistances mécaniques qui sont à peu près équivalentes. L'autre chose qui est intéressante de constater aussi, c'est qu'entre un béton sans liant hydraulique et avec 3 ou 4%, on a une résistance qui est quasiment identique, c'est-à-dire qu'en dessous de 4-5%, le liant n'apporte rien et au contraire dégrade dans certains cas de figure. Bon, voilà. Et ensuite, il y a d'autres conclusions si on regarde dans le détail, mais on voit que selon les typologies de terre aussi, on peut avoir des résultats qui varient fortement. Le deuxième chiffre que vous avez après les lettres, c'est le pourcentage de terre. Donc les terres les plus à gauche, on met que 10%. C'est des terres qui sont assez fines, assez argileuses. Et dans certaines formulations, on peut aller jusqu'à 40 ou 60% des terres qui sont un peu plus équilibrées dans le fuseau granulaire. Là, je zoome sur le plâtre. Le plâtre, on voit que déjà en dessous de 20%, donc là, on est sur des proportions qui sont bien supérieures aux autres liants hydrauliques. En dessous de 20%, on a du mal à décoffrer, c'est une consistance assez molle et ça se tient pas très bien, même après 48 heures. Mais on voit que d'un point de vue résistance mécanique, si on compare aux échantillons de terre sans plâtre, ça n'apporte pas grand-chose sur certaines terres et d'autres à 30% où ça marche un peu mieux. Donc là, vraiment, l'intérêt, c'était d'essayer d'avoir quelque chose avec une prise un peu plus rapide pour que ça décoffre. Et par contre, vu qu'on met des quantités du coup, qui représentent des volumes assez importants, ça se ressent dans la masse volumique. On a des masses volumiques de ces mélanges qui sont inférieures de presque 150 ou 200 kg par rapport aux autres. Et ensuite, je voulais zoomer sur les impacts environnementaux. Là, on a comparé selon une unité fonctionnelle au mètre cube. Vous avez les hypothèses sur la droite, mais c'est pour voir aussi par rapport à un béton traditionnel. Tout à gauche, vous avez un béton d'argile sans stabilisant qui est aux alentours des 40 kg par mètre cube. Donc on voit qu'on est 3 fois mieux qu'un béton de ciment le plus faible. Et on voit que l'impact du plâtre ou du ciment, forcément de manière proportionnelle, ça suit assez bien les courbes. Et ça, ce qui est intéressant, c'est de le corréler aux résistances mécaniques qu'on cherche à avoir. Parce qu'en fait, une des conclusions, à un moment, c'est si on veut une résistance mécanique forte, il vaut mieux faire un béton classique faiblement dosé qu'un béton avec les granulats du site fortement dosé. Donc ça, c'est des résultats qui ont été confirmés. Et après, quand on regarde
proportionnellement les impacts environnementaux. Donc sur la partie gauche, vous avez un béton classique, on va dire C20-25, avec une part prépondérante liée au ciment, qui est la part approvisionnement en matières premières. Et on voit que dès qu'on diminue ce dosage-là, donc à droite c'est un béton sans ciment, juste avec l'argile, et au milieu avec 6% de ciment, les autres composantes de l'impact environnemental prennent une part non négligeable, et notamment à droite le transport. Donc ça nous oriente aussi sur la bonne conduite à tenir dans la conception, et essayer de faire des centrales sur chantier. Et voilà, donc on a fait une conclusion sur tout ça avec des préconisations, on va dire. Donc je vois que le temps tourne. Oui. C'est des pourcentages ou c'est quoi? Non, là c'est proportionnel. Là, donc oui, c'est des pourcentages, mais la valeur absolue entre les trois formulations n'est pas du tout la même. C'est l'impact environnemental, par exemple, du transport par rapport à l'impact environnemental des matériaux, de la matière première, voilà, qui est représenté comme ça. Donc là, on a les deux graphes en parallèle, la résistance d'un côté et la contribution au changement climatique de l'autre, comparé aussi avec d'autres données qu'on a pris de la base IGNES sur les FDES, avec le béton de ciment plus ou moins dosé, le béton d'argile sans stabilisant et avec de plus en plus de ciment ou de plus en plus de plâtre, comparé aux techniques ancestrales, au parpaing, à la terre cuite. Donc vous pourrez aller voir ça un peu plus en détail. Et finalement, la conclusion relative, on va dire, aux préconisations et à l'usage qu'on envisage de faire avec ce matériau, on a essayé de la résumer en comparant cette technique-là aux techniques ancestrales de construction en terre crue, un béton d'argile sans liant complémentaire, un béton d'argile entre guillemets faiblement stabilisé et un fortement stabilisé, avec les avantages, les inconvénients. Et du coup, dans le guide, on essaye de décrire un cheminement qui, dès le début de la conception, voire de la programmation, nous oriente sur le bon usage de ce matériau. Voilà, donc j'ai dépassé un peu le temps de parole, donc je vais passer sur ça. On a juste la transition avec Nicolas qui me suit, parce que l'ouverture du projet, c'était donc ces essais de béton d'argile sans stabilisant. Mais pour pouvoir décoffrer, il faut trouver une technique pour que ça tienne en place. Donc on a les techniques du coffrage perdu à gauche, externe, qu'après on peut venir enduire. À droite, interne, et ça Nicolas le précisera, c'est un peu la technique qu'ils ont utilisée sur leur projet. Et au milieu, avec un additif développé par Oxara qui permet de gélifier un peu la terre et d'avoir une consistance qui permet le décoffrage. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, et on va continuer dans la même famille avec M. Nicolas Mesnier. C'est un exemple de mise en œuvre de terre coulée à Paris, non stabilisée. Voilà. Alors, bonjour tout le monde. Donc effectivement, un projet de terre crue coulée, de béton d'argile non stabilisé. Bon, bien sûr, on fait attention aux mots, et c'est justement l'objet de la présentation, quelque chose de très expérimental. Voilà, on a parlé déjà pas mal de terre coulée aujourd'hui, et là, cette fois, c'est vraiment l'idée d'utiliser, de voir comment on peut l'utiliser sans stabilisant, sans aucun liant. Voilà. Donc c'est un projet pour lequel j'ai la chance de travailler avec l'architecte Philippe Madec, pour la médiathèque James Baldwin à Paris 19e, place des Fêtes. Donc je vais décrire un petit peu le projet, essayer rapidement la genèse du projet, et après parler de la conception des murs en terre et la réalisation des premiers prototypes. Ah d'accord. Okay. Alors, intéressant de montrer l'environnement du... Donc on est place des Fêtes dans le 19e, ici place des Fêtes, et le projet se situe ici, là, voilà, vraiment au milieu du béton, donc du béton de ciment cette fois. Donc on a deux bâtiments sur le site, l'ancien lycée Jean Carré, celui-là et celui-là. Et donc c'est un projet pour la mairie de Paris, la DCPA.
pour lequel je suis architecte associé. Et donc l'objectif est de réhabiliter ces bâtiments pour en faire une médiathèque et de faire justement un bâtiment exemplaire des exemples de la réhabilitation de bas carbone et de ce qu'on peut faire avec l'existant à Paris. Donc l'idée, pour laquelle moi je suis allé voir Philippe Madec, c'était parce que je savais qu'il faisait le concours, c'était surtout de travailler sur la terre crue et de façon innovante. Donc il fallait tout de suite, bon, moi je vais parler tout de suite de la terre coulée qui m'intéresse particulièrement. Et donc on est parti là-dessus. Le projet en grande maille il consiste à réhabiliter les 2 bâtiments en béton qu'on a ici, donc, et de rajouter un bâtiment lien entre les deux, entre ces deux bâtiments, donc, où il y aura les circulations verticales, mais aussi les sanitaires et tout ça. Donc après, voilà ce que ça donne ce futur projet qui est en chantier là, actuellement. Donc ce bâtiment lien était un bâtiment en ossature bois avec des façades vitrées et une résie bois dessus qui fait un peu par soleil. Voilà. Et qui fait aussi, bon, aussi le bâtiment signal dans l'environnement. Voilà. Donc après, par rapport à la terre crue, donc là on est une coupe dans ce bâtiment lien, on voit la résie ici. La terre crue, elle venait du coup, elle est à l'intérieur du bâtiment, comme on le voit ici, le long des coursives de circulation, insérée c'était dans une ossature bois. Donc voilà, on est à l'intérieur du bâtiment, donc à l'abri de la pluie, de l'eau, et on apporte l'idée d'apporter déjà de l'inertie thermique et une régulation de l'hygrométrie. Donc très important, voilà aussi dans le projet tout de suite, c'était déjà très ambitieux à la base de la terre coulée dans un bâtiment aussi grand. Donc l'idée c'était aussi tout de suite ça a été de se libérer du maximum de contraintes et de faire on va dire le plus simple possible. Bon, surtout se libérer des contraintes. Après il y avait cette ambition qui est plus celle de Philippe Madec, mais aussi du projet, c'est-à-dire de montrer la terre. Ça c'est quand même important. On a le choix en tant qu'architecte de montrer ou pas la terre. Là il fallait montrer la terre et les références qu'on avait c'était un petit peu ce qui est déjà fait en terre coulée, malheureusement, bon, en terre coulée souvent stabilisée, mais c'était quand même cette image qu'on avait dans la tête, ce béton de terre hyper lisse, super. Bon, sauf que là, on était sans ciment, donc c'était un petit peu plus compliqué. Donc, pour faire ce projet, donc j'ai vu que c'était compliqué, donc j'ai appelé à la rescousse nos amis de BETER, Martin Pointet, qui est là-bas au fond, qui est d'ailleurs un peu partout, mais qui nous a bien aidés. Et donc effectivement, cette idée tout de suite, comme on était dans une ossature bois, tout de suite, on a eu des levées de boucliers, parce qu'on se posait la question de savoir si on coulait en place ou si on préfabriquait. Bon, on a commencé à vouloir couler en place, mais tout de suite, lever le bouclier des bureaux d'études bois et tout ça. Effectivement, après, pourquoi amener de l'eau sur un chantier sec? Pourquoi essayer de retarder la rapidité de montage d'une ossature bois avec nos murs en terre qui vont mettre du temps à sécher? Bon, voilà. Donc, du coup, on est parti sur des murs préfabriqués. Donc, on est sur 32 panneaux, enfin 32 murs de 1,50 m sur 2,50 m de haut à peu près, et sur 30 cm d'épaisseur. Et donc, comme on l'a vu, ils sont répartis quand même sur 6 niveaux, c'est-à-dire plus 5, mais ce n'est pas porteur. Donc voilà, comment on fait pour faire, pour couler, pour préfabriquer. Donc nous, comment on fait en fait pour couler de la terre, pour la faire sécher sans mettre de ciment dedans. La technique qui a été envisagée, c'était tout de suite de couler à plat. Voilà. Donc pourquoi on coule à plat? Parce que ça permet d'avoir une grande face déjà à l'air libre qui permet de sécher. Voilà, donc l'idée, hop, on mélange, on coule. Bon, on verra qu'on a une armature intérieure. On vibre, ça sèche déjà, ça commence à sécher déjà un petit peu. On enlève les coffrages sur les côtés, puis après, à la fin, on peut déjà relever le mur et enlever le coffrage arrière, enfin le coffrage du bas. Après, ce qui est intéressant, c'est que tout de suite aussi, on peut voir qu'on va avoir 2 faces différentes, la face coffrée contre et la face qui va sécher à l'air libre. Donc ça, on va voir, c'est une réserve de surprise. Alors, pourquoi cette ossature bois je vous parlais toujours de l'armature. Donc l'armature, effectivement, on a toute une armature assez, quand même, près de 10 cm en bois. Pourquoi on a mis ça? Bon, c'était aussi déjà on savait que
il allait falloir lever le prototype pour qu'il sèche mieux. Et on sait que ces armatures intérieures qui ont déjà été testées apportent déjà assez rapidement de la portance au mur, au moins qu'ils puissent se maintenir debout sans couler. C'est-à-dire c'est l'effet un peu cage qui retient la terre. Et puis après, ça apportait quand même aussi de la résistance à la traction et aux effets de cisaillement qu'il pouvait y avoir pendant le transport en camion et pendant le levage, puisque l'idée c'est que ce soit mis en place en même temps que l'ossature bois, donc par une grue. Et en plus, c'est un petit détail, mais on a gardé une lisse basse qu'on ne voit pas ici, parce qu'il y a une plainte qui la recouvre, mais qui permet aussi le levage, d'un support pour le levage. Bon, la formulation, on a appelé d'autres copains qui sont très 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 forts, c'est Amaco, qui ont aussi travaillé déjà avec Cycloterre. Bon, parce que bien sûr, on est sur Paris, donc on a voulu déjà aussi travailler avec les terres du Grand Paris, et donc assez rapidement aussi avec les Cycloterres, donc il nous a fourni la terre, qui est une terre criblée à 2 mm. Et donc Amaco, qui la connaissait déjà un petit peu, on leur a demandé de nous faire une formulation de terre coulée cette fois, dans laquelle il y a, pour être franc, que 28 à peu près 30% de terre, 70% de gravier, 1% de fibre et puis de l'eau. Voilà. Et une résistance à la compression au final dans les essais de 1,7 MPa à peu près, qui pour nous est tout à fait suffisante puisque justement on s'est enlevé de ces contraintes. Voilà, ils nous ont même fait un beau petit prototype avec ces Gabin Wurst qui nous a fait ça, et c'était très 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 joli. Tout le monde est très content. Ce prototype est devant la DCPA à Porte d'Ivry. Là, tout le monde est super content. Même s'il y a des petites fissures, des petites moirures comme ça, c'est super. Alors après, vous parlez un petit peu justement de comment on a fait ça sans ATEX. Parce qu'on n'a pas eu besoin d'ATEX sur ce projet-là, même si malgré qu'il soit aussi innovant. Mais voilà, encore une fois, on s'était enlevé beaucoup de contraintes, les contraintes porteuses et tout ça. Et aussi, on a su se raccrocher à l'aide aussi de notre bureau de contrôle qui est un peu... sur cette opération Alpes Contrôle, des gens qui sont assez sensibilisés à la terre crue, donc Jean-Pierre Schwartz et Salim Boutrid qui l'accompagnaient. Donc avec eux, on s'est raccroché aussi, et j'invite tout le monde à le faire quand on fait un projet terre sur ce qui existe. Donc ici, les guides des bonnes pratiques. Et donc nous, on s'est raccroché sur les guides des bonnes pratiques du torchis, finalement, avec cette armature intérieure et cette terre, même si ce n'est pas une terre à torchis, même pas une formulation à torchis, mais on a réussi à se raccrocher comme ça. Voilà. Et la validation du bureau de contrôle, c'est aussi pour vous montrer tout ce qu'a demandé, par contre, les accroches les liaisons entre les panneaux grâce à des fentes comme ça et une lisse périmétrique qui affleure du panneau sur les côtés, qui fait la liaison entre les différents panneaux et entre les panneaux et la structure. Voilà. Et là, c'est la façon dont on va traiter les joints, justement, puisque la terre, c'est pas droit et le bois, c'est droit. On a un comprimante derrière et une finition en liège, comme ça. Alors, je voulais aussi parler de l'appel d'offres. Je ne sais pas je suis à combien, là. Il reste 2 minutes. C'est dommage que j'ai un film de 2 minutes à vous montrer après. Appel d'offres... c'est pour vous dire qu'on a beaucoup travaillé sur la méthodologie de mise en œuvre. Je vais avancer vite, comme ça va aller. On a fait la méthodologie de mise en œuvre, on a fait un CCTP, on a fait un DPGF, on a mis le rapport de la formulation aussi qu'Amaco avait fait. Voilà, on a vraiment fait accompagner, on ne lui a pas dit, voilà, vous allez nous faire des murs en terre coulée. On a vraiment expliqué comment il fallait les faire. Et on a eu la chance justement après de pouvoir solliciter, ou d'avoir dans nos entreprises qui ont répondu, l'entreprise FER, qui est exactement la cible qu'on cherchait, qui sont des industriels de la préfabrication béton, donc qui font des prémurs et des prédales, donc qui ont ce savoir-faire du béton de ciment, qui ont les outils, qui ont le laboratoire. Et du coup, voilà, l'idée, c'est aussi de la terre coulée, c'est aussi de transposer ces savoir-faire du béton de ciment vers le béton d'argile, comme on en a parlé même un peu ce matin. Alors là, je vous montre le prototype échelle 1 qui est sur place maintenant, place des Fêtes. Voilà, ça c'était le principe. Donc 2 trames pour bien pouvoir tester tous les assemblages et tout ça. Je vais aller un peu vite. Voilà, là c'est pas du ciment qui coule, c'est des graviers dans le malaxeur. Le coffrage à plat avec l'armature. Donc là il y avait 2. Voilà. Hop. Bon, le malaxeur qui essaie tant bien que mal de
de couler la terre. Donc effectivement, nous, on a cette problématique de savoir le pourcentage d'eau. Bon, si on met trop d'eau, ça commence à trop fissurer. Si on met pas assez d'eau, on ne peut pas couler. Bon, voilà, c'est toujours un entre-deux qui est à rechercher. Et là, sur place, voilà, ça c'est sur place, les premiers prototypes qui arrivent. Voilà, ça montre comment ils arrivent avec même les racks à éléments préfabriqués de ciment. Donc c'est les mêmes racks qui sont sur les camions. Ça c'est le levage, mais il y a un petit film du levage. Voilà, et ça c'est la première finition du proto. Voilà, ça c'est justement les finitions qu'on a fait sur la photo que vous avez vue avant. Et voilà, ça c'est le truc final. Voilà. Malgré, avec déjà des fuites sur la toiture. Bon, bah, ça on n'a pas réussi à obtenir une toiture qui ne fuit pas. Voilà. C'est dommage, mais bon, c'est pas trop grave encore pour l'instant. On va essayer de. Alors je vous montre quand même ça rapidement. C'est ça, voilà. C'est un tout petit film, voilà, pour vous montrer comment. Ça, c'est monsieur de l'entreprise Fer. Le montage sur site du proto, parce que ça permet de bien montrer. Vous allez voir des fissures, voilà, c'est les premiers prototypes. Hein. Il faut savoir aussi qu'il y a une face, nous on a la chance finalement dans notre prototype d'avoir une face qui n'est pas vue dans la mise en œuvre. Voilà, mais bon, voilà, il touche, c'est dur. Hein. Là, voilà, on voit des traces qui sont dues au transport. Voilà, c'est la première fois qu'on les transportait. Bon, on était déjà content de les avoir entiers arrivés sur place. On voit ces systèmes de goujons, enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, voilà. Là, sur les fissures à l'arrière, justement, c'est les parties où on a mis des trames. Voilà, ça, on voit ça, c'est les traces des mâchoires, et il a plu pendant le transport aussi. Voilà, ça, c'est des problèmes de coffrage. Bon, mais en fait, tout ça, c'est quand même très bien passé. Donc là, c'est vraiment les premiers protos et qui sont sans finition. Je vous remettrai la belle photo après à la fin. C'est fini. Hein, ouais, c'est presque fini. Et on met la dernière. Voilà. Bon, après, c'est même ça. Je ne sais pas si c'est très intéressant. C'est la poudre du dessus. Hop. Voilà, ils sont bien. Alors, voilà, bah, c'est très bien. Je vais faire ma pause là-dessus. C'est bien. Donc voilà, ça peut faire peur, mais là, ici, c'est terminé. Et voilà, à la fin, on a un effet. Quand on est passé avec l'éponge, c'est vrai qu'on a un effet un petit peu comme un béton désactivé, c'est-à-dire que ça fait ressortir un petit peu les graviers. Et voilà. Voilà, cette expérience. Oui, merci beaucoup. Du béton coulé qui est... Non, c'est dur, je sais bien. Mais ça ressemble à de la terre, donc c'est bien quand même. Alors, on va inviter monsieur Laurent Goudet qui va nous expliquer un passage entre la projection chaud-chanvre en projection terre-chanvre. Voilà. Bonjour à tous. Donc moi, je suis entreprise de développement, de mise en œuvre et de transfert de savoir à un réseau d'entreprises au niveau national. On s'appelle ACTA et Terfine du Vercors. Et je vais vous présenter 3 projets sur lesquels on a mixé le béton végétal chaud-chanvre, chaud-argile, enfin argile-chanvre, et on a aussi un peu stabilisé à certains endroits pour des raisons particulières. Et on est sur de l'expérimentation, mais dans une démarche de professionnalisation, c'est-à-dire qu'on va à la réglementation sur nos chantiers, on se confronte au bureau de contrôle et on essaye de faire évoluer les savoirs aussi bien des entreprises que des bureaux de contrôle. Non, c'est pas ça. Ah, okay. Donc, un béton végétal, juste pour rappel, c'est un granulat végétal. On a plusieurs gisements en France de disponibles. Le chanvre, le miscanthus, les pailles de lavande. Le liant, et quand je parle de liant, c'est une caractéristique assez particulière, c'est-à-dire qu'on cherche des liants le plus fins possible, qui ont un pouvoir d'enrobage maximum.
Donc là, on travaille les chaux hydrauliques ou les chaux aériennes adjuvantées, mais également donc les argiles. L'idée étant en fait de réduire au maximum les quantités de liant pour augmenter ou pour maintenir les performances du granulat végétal. Ce n'est pas de faire des bétons denses, c'est de faire des bétons légers pour arriver à avoir de la performance thermique. Et donc en fonction de la formulation, en fonction du besoin, on va formuler faire les mélanges adaptés. Et le troisième constituant, c'est l'eau. Et en fait, c'est l'eau qui nous pose le problème majeur dans tous nos mélanges, puisque le granulat, il est très hydrophile, et donc et le liant également. Donc à un moment donné, plus on met d'eau, plus on a de temps à attendre, plus on a de désordres potentiels liés au retrait de l'eau. Et donc on a développé en interne une technologie de mise en œuvre par projection voie sèche. Il n'y a pas d'eau dans la machine, c'est une centrale à béton qui travaille sans eau et on hydrate le mélange juste à la sortie. Par contre, ça nécessite d'avoir des liants, que ce soit de l'argile ou de la chaux, très très fins. Donc le premier projet que je vous propose de décrire, c'est on est en train de faire une chanvrière dans le Pays Basque. Et la particularité de ce projet, c'était que le bâtiment industriel était constitué d'une enveloppe en botte de paille, et donc avec des atmosphères de travail très différentes. C'est-à-dire on a l'atmosphère de l'usine où ils font la transformation, c'est entre 20 et 22 degrés toute l'année, et on a des chambres froides pour stocker les graines qui sont décortiquées, qui ne supportent pas des températures élevées, sinon elles se dégradent. Donc on a des chambres froides que vous voyez, la partie basse là, sous la dalle, qui sont à 1 degré. Et donc on a essayé de... Donc bien sûr, le projet au départ, il était constitué avec des systèmes classiques pour faire de la chambre froide, donc de la mousse, des mousses polyuréthane, pour faire des enveloppes légères. Et donc, comme on est sur des matériaux assez sensibles et que l'idée du projet, c'est de travailler les matériaux de manière le plus respectueuse possible, on a proposé une approche un peu différente au bureau d'études thermiques, c'est-à-dire de ramener de la masse avec de la BTC et une enveloppe isolante en béton de chanvre argile. Et donc on a transporté une presse sur site, on a travaillé avec des argiles du site pour faire de la brique, et on a stabilisé les premiers rangs, parce qu'on est quand même dans des bâtiments industriels qui sont soumis à des normes sanitaires, donc ça veut dire lavage à grande eau dans les sols, au niveau des sols. Donc on a stabilisé un peu les BTC en partie basse, et tout le reste c'est de la brique non stabilisée. Et le tout a été enrobé, recouvert d'un béton de chanvre argile de 30 cm pour créer l'enveloppe isotherme, de façon à ce qu'on ait une vraie étanchéité, enfin une vraie isolation thermique entre le 1 degré de la chambre et l'espace de travail. Et dans la démarche, c'était de pouvoir réduire en fait les besoins en climatisation de la chambre froide. Donc ça marche assez bien. Là où on a encore un sujet d'étude, parce qu'on instrumente le bâtiment là, pour voir justement le comportement au sein de la paroi, c'est le comportement hydrique. C'est-à-dire qu'il nous reste encore à traiter, à gérer des niveaux de séchage de l'enveloppe, parce que là, on est quand même sur des épaisseurs entre la brique de 15, 20, 14, plus le béton de chanvre de 35. On arrive sur des épaisseurs de mur assez conséquentes, et on a certainement de l'eau résiduelle dans la paroi. Donc, c'est ça qu'on est en train d'essayer de faire évoluer. Et donc, le gros sujet qu'il y avait sur ce projet, c'est qu'on était avec un bâtiment en botte de paille, qu'on a recouvert avec un béton argile chanvre pour recevoir des enduits de terre. Mais dans la zone chambre froide, la botte de paille, elle est bloquée entre son panneau de contreventement extérieur et une zone qui est non accessible
En fait, vous voyez, entre la botte de paille sur la gauche et le mur en béton de chanvre avec la brique, on a un vide, qu'on a aménagé un vide d'air pour créer en fait un déconfinement de la botte de paille qui, elle, ne supporte absolument pas la vapeur d'eau. Le béton de chanvre, à la différence des autres isolants, il joue avec les transferts de vapeur. Dans le cas de la paille, il faut la protéger. Donc on a aménagé un vide tout autour de la chambre froide pour protéger la paille. Donc là, c'est la projection des murs. Donc on projette, vous voyez les épaisseurs en question, on est autour des 30 cm. On projette, on dresse, et ensuite de ça, on réalise les enduits, en une couche de corps d'enduit et une finition. Voilà. Deuxième projet, ça se trouve à Châtenay-Malabry. Là, on est sur quelque chose de complètement différent. C'est une école. C'est un bâtiment d'ailleurs en terre de site. On pourra parler de la vertu de ce genre de produit, mais au niveau esthétique, ça parle. Et donc, notre mission à nous, c'est de faire toutes les distributions intérieures avec du béton végétal, donc du béton de chanvre argile, en remplissage de l'ossature, double structure, et des enduits terre, des enduits argile, des deux faces, avec des terres locales. Donc la terre de site, elle était polluée, et donc il a fallu qu'on se rabatte sur des carrières autour de Paris pour avoir des gisements d'argile de qualité constante, parce qu'on est quand même sur des volumes assez importants. Et donc on a fait donc le remplissage entre deux canisses. Donc on est sur des épaisseurs entre 22 et 28 cm. Donc après remplissage, on a cet aspect-là, et donc derrière, on est dans cette phase-là, hein. On est dans la phase de projection. Là, il y a encore quelques fuites dans la toiture, donc on a comme c'est que de l'argile, on a des phénomènes de lessivage. Ce qui est assez remarquable sur ce projet-là, c'est que c'est la collectivité, donc la commune de Châtenay-Malabry, qui a pris en charge tous les essais, parce qu'on est sur un bâtiment public. On a donc soumis au bureau de contrôle. Et donc tout le travail en amont, au niveau des essais-feux, acoustique, résistance mécanique, tout ça, ça a été pris en charge par la collectivité. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez remarquable, parce que ça nous arrive quand même pas souvent. Et donc, je tenais à le signaler, quoi. Donc voilà, tous les réseaux sont passés, bien sûr, avant la projection, avant le remplissage. Donc l'idée, c'est qu'on coffre une hauteur de la hauteur, enfin d'une face, on coffre la totalité, et de la face opposée, on ne fait que coffrer que la moitié. On remplit, on remonte le canis de 50 cm, ainsi de suite, jusqu'en haut. Donc c'est relativement rapide à réaliser, et on n'a pas de déchets, tout reste dans la paroi, donc c'est assez efficace. Voilà, on a fait un proto, bien sûr, et voilà l'aspect final qui devra être sur la totalité du bâtiment. 2 minutes. J'ai plus qu'un projet. Donc ça, c'est une autre opération qui se trouve à Beaune, c'est la Cité des Vins et des Climats de Bourgogne, où là, on est sur une autre démarche. On fait du prémur et qu'on va venir accrocher sur une structure métallique cintrée. Et là, on est confronté au bureau de contrôle en termes de feu, en termes de choc. On vient de faire des essais au choc ce matin sur les faces argile. Et donc la face extérieure est recouverte d'un enduit à la chaux, et la face intérieure d'un enduit à l'argile, formulé donc avec des terres locales sur une carrière qui appartient à l'entreprise de Groseur. Et donc, à l'usine, on fait le remplissage béton de chanvre à la chaux, les dégrossis extérieurs, les dégrossis intérieurs à l'argile. Et ensuite, on va accrocher ça sur site, directement alors, ou des supports béton ou des supports métalliques. Mais on vient accrocher le prémur sur les façades. Et là, on en a sur 5 étages.
Donc c'est un projet qui est... La vocation, bien sûr, c'est de montrer la culture, la culture du vin, mais aussi avec des matériaux nobles. Donc c'est assez remarquable pour ça. Mais là, on est vraiment confronté à de la réglementation dure. Et donc on a passé des tests feu intérieur, feu extérieur, le pire et les essais chocs. Voilà, j'en ai fini. Merci. Bravo. C'est très intéressant. Nous invitons Monsieur Guilain Moret, qui remplace Nicolas et Aurélien, nous parler de la botte inertielle pour combattre la chaleur de l'été. Et c'est donc la société Argibot. Donc, Argibot, donc la société, on est la société Isole en Paille. Nicolas Houdoff, qui a fondé Isole en Paille, quand il a fait son projet de fin d'études, son PFE à l'école des mines d'Alès, il a beaucoup travaillé sur les mélanges terre-paille. C'était vraiment son sujet. Ensuite, il a travaillé dans une SCOP, etc. Et puis il s'est rendu compte qu'à un moment, il y avait un vrai besoin de travailler sur la fabrication de paille régulière. Et donc, il a décidé de monter une usine de production de bottes de paille pour l'isolation des bâtiments. Donc là, l'isolation en paille c'est complètement cadré. Pour le coup, nous, on a des règles pro qui sont actives depuis 10 ans. Ça fait 100 ans. Enfin, la maison feuillette que vous voyez là, elle a 100 ans. Et donc, elle permet de montrer en termes de témoins que la paille, ça marche et ça dure. Et on a un cadre avec l'arrivée de la RE 2020 qui est absolument génial, puisque la botte de paille, ça stocke du carbone. Et donc, dans la question de l'équilibre pour la CV du bâtiment, vous voyez là, c'est la liste de tous les isolants actuellement sur le marché. Et la grande barre à gauche, donc là, on parle de la quantité de carbone stockée dans les murs pour une même performance de résistance thermique. Et la grande colonne à gauche, c'est la paille. Et l'autre colonne qui pointe vers le bas tout à droite, c'est la mousse de polyuréthane. Au milieu, dans les choses qui sont plutôt gris, vous avez tout le reste. Donc on voit bien que la paille a une place intéressante dans la question du bilan carbone du bâtiment. On a déjà un ensemble d'éléments réglementaires qui nous permettent de construire, et on a des fiches FDES, les règles pro qui permettent d'aller jusqu'à R+2, et on est tous en train de travailler sur dépasser les R+2. Aujourd'hui, on a des projets R+9, R+12, avec ATEX ou pas, puisque certains considèrent que R+12, c'est jamais que 6 fois un R+2 les uns au-dessus des autres. Donc tout est question de stratégie d'architecte et de bureau de contrôle, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on fait avec la paille dans un colloque sur la Terre ? Qu'est-ce qu'on vient faire là ? Bon, la paille et la terre, évidemment, vous savez que c'est deux matériaux qui s'aiment bien et depuis toujours. Hein, le pisé, torchis, tout ça, c'est jamais que mettre des fibres. Mais finalement, en général, on met la paille comme étant un élément c'est une fibre structurelle. Et donc, on perd évidemment la dimension, en tout cas, on ne cherche pas la dimension isolation thermique. Et finalement, il y a peut-être un truc intéressant à regarder, ce qu'on appelle le terre-paille allégé, qui consiste à mettre en fait très peu d'argile. Alors l'histoire d'Argibot, c'est que la botte de paille classique, c'est une botte de 36 cm d'épais, parce que le canal de la botteleuse Massey-Ferguson fait 36 par 46. Ouais, on sait exactement pourquoi on l'a comme ça. Mais c'est en fait 36 d'épais, ça fait déjà une résistance thermique énorme. Enfin, c'est super pour faire des maisons passives. Hein, il y a 7,9 de résistance. Mais c'est beaucoup trop pour la promotion immobilière. Et aujourd'hui, on est dans la phase de massification, on le sait. Voilà. Donc on veut faire des immeubles. Donc on parle promotion, on ne parle plus de la belle maison d'architecte, on parle de l'immeuble. Voilà. Et donc, plus personne est d'accord pour payer 36 cm de mur. Donc on a travaillé sur le développement d'une botte de paille de 22 cm, celle que vous voyez là. Pourquoi 22 ? Parce qu'en fait,
les bois d'ossature bois DTU 31.2 standard, ils font 220, et donc ça nous permet d'avoir une botte de paille qui rentre dans un DTU, et ça c'est plutôt bien. Nonobstant tous ceux qui pensent qu'on peut travailler en dehors de la réglementation, ce qui est vrai, mais enfin pour massifier, nous on aime bien rentrer dans un DTU et utiliser des règles pro. Et donc on a cette botte de 22 qui tout d'un coup se tient avec une ficelle. Et donc la question de mettre de l'argile n'est pas une question de liant, c'est une question de donner de la masse pour amener sur un objet qui est un objet d'isolation thermique de l'inertie thermique. Alors, on pense que ça va rapporter un certain nombre d'autres choses, notamment une question de résistance à l'humidité, puisque la paille, effectivement, est très sensible à l'humidité. Bon, elle peut gérer des variations. Hein. La paille doit être à moins de 20% d'humidité. Nous, quand elle sort de nos usines, elle est à 12% d'humidité. Donc, vous voyez qu'elle peut accepter quand même un peu de vapeur, mais il faut la maîtriser. Alors qu'une argibotte, on s'est rendu compte que vous prenez l'argibotte, vous la mettez dehors, il pleut dessus, vous la rentrez, elle sèche et elle ne se met pas à pourrir. Il y a plein de choses à chercher autour de pourquoi l'argile fait ça. Voilà, il y a plein de choses à chercher. Si jamais quelqu'un veut faire une thèse, il y a du travail. Nicolas a déjà travaillé dans son PFE sur la caractérisation de l'apport de la masse. Donc les plus 40 kJ par mètre carré Kelvin, c'est l'apport d'une botte de 22 cm avec de l'argile dedans. Sachant que, quand je dis il y en a très peu, hein, on passe d'une botte qui est à 110 km3 pour passer sur une botte qui va faire à peu près 250 km3. Donc on est très loin d'un béton. On reste sur quelque chose qui est très léger. Voilà une production d'argibotte en cours de séchage. Donc on est sur un matériau qu'on peut préfabriquer, qu'on peut donc gérer. S'il faut un mois de séchage pour que ce soit prêt, on peut le faire en amont. On n'est plus sur la problématique du séchage sur chantier. Il se trouve que Isolant Paille, on s'est créé dans une ancienne briqueterie. Donc c'est l'argile du site, en l'occurrence du site de la briqueterie. Et là, on en a autant qu'on en veut. Et c'est bien pratique parce que notamment, on est dans une démarche où il se trouve qu'on fait des fiches FDES en cours actuellement pour nos produits, nos 3 bottes de 22, 36 et 46 cm. On est en train de faire une FDES et on en a profité pour glisser l'argibotte. Donc on aura une FDES pour cette botte mélange d'argile. Et comme l'argile est du site, en fait, en termes d'impact carbone, ça se passe très bien. Donc ce sera une botte qui aura un super coefficient carbone. Voilà, on est sur un produit au catalogue, au prix de 35 € hors taxe départ usine. Et on est vraiment sur cette logique qui est d'être une petite usine de production de bottes de paille avec des produits complémentaires. Nous, on veut être tourné vers les besoins du bâtiment décarboné et innover, y compris sur cette partie-là. Voilà un exemple de mise en œuvre sur un chantier qui est un chantier à Nantes. Alors la botte de paille est support d'enduit d'après les règles pro, donc évidemment l'argibotte est support d'enduit, il n'y a pas de raison. Le but, voilà, donc c'est typiquement pour monter de la cloison intérieure. Tout est à inventer en termes de méthode de pose éventuellement. Voilà. J'ai été rapide. Magnifique, très bien. Bravo. Merci. Et donc on appelle le dernier conférencier, Monsieur Alexandre Dubord, qui va nous parler d'une innovation qu'on entend de plus en plus parler dans le monde de l'architecture. C'est faire une architecture de terre imprimée en 3D. Il nous vient de Catalogne. Des fous. Parfait. Merci beaucoup pour l'invitation. En fait, je suis très heureux d'être ici parce que je suis sûr que ce que je vais présenter est légèrement critique. Donc, je suis là aussi pour ouvrir le débat. Premièrement, peut-être mettre un peu de contexte. Donc, moi, je suis français, mais je vis à Barcelone. Je travaille à l'IAC, un institut de recherche et éducation
qui regarde à la technologie pour permettre de réinventer un peu l'architecture, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que ça nous permet d'avancer et comment on peut le pousser. On aime bien travailler à plusieurs échelles. Donc on travaille depuis la matière jusqu'à l'échelle urbaine et on touche une grande quantité de disciplines différentes. Donc c'est plus comment on appelle ça, un think tank, un endroit où on réfléchit à comment utiliser ces technologies. Il y en a plein, il y a plein de choses à toucher. Aujourd'hui, j'aimerais parler surtout de mon centre d'intérêt et de recherche sur la fabrication numérique et notamment comment on va du monde digital au monde physique. On pense qu'il y a une place pour la technologie pour améliorer cette idée de circularité, notamment une des direction qu'on a poussée, c'est de voir comment la fabrication digitale peut s'adapter à des matériaux qui, normalement, ne rentrent pas dans les filières de production industrialisée parce qu'elles ont leurs propres expressions, leurs propres nécessités. Et comment on peut aussi essayer d'impliquer l'utilisateur final ou l'architecte ou le designer dans un procédé de co-design et d'impliquer dans comprendre la filière de fabrication. Donc on essaie de voir des manières de relier un peu les outils qu'on a aujourd'hui pour travailler la matière, la faire communiquer avec les machines ou les outils qu'on utilise, et aussi le dessin, donc le dessin digital. Oui, l'IAC, plein de choses qu'on fait. On fait de l'éducation, de la recherche, promotion et développement. Et en particulier, ce que je vais vous montrer, ça appartient à 2 programmes de recherche et d'éducation. Un sur la robotique pour la construction et un autre sur l'impression 3D en architecture. Une petite vidéo, normalement si ça marche bien. Voyons voir, espérons. Ça marchait tout à l'heure. Ne me lâche pas maintenant. C'est une surprise, ça, la vidéo. Ok. Ça avait marché juste avant, je peux la lancer autrement. Une petite vidéo pour finir la journée. J'en ai préparé plusieurs. Donc c'était des vidéos de promotion un peu pour provoquer les constructeurs et nos partenaires en recherche sur comment on peut repenser un peu nos procédés de fabrication, nos procédés de construction. Donc nous on pense que c'est possible d'utiliser un peu plus de technologie dans des procédés de construction naturels. Il faut savoir que dans le monde de la construction robotisée ou fabrication digitale, c'est surtout des matériaux très contrôlés chimiquement, très contrôlés en industrie pour qu'ils soient toujours la même chose, les mêmes éléments, comme exactement on avait prévu dans l'ordinateur, que ça sort pareil sur le chantier. Nous, ce qu'on propose, c'est une série d'outils, de machines qui s'adaptent, qui comprennent le lieu, mais aussi des procédés de design paramétriques, donc qui utilisent les ordinateurs, pour s'adapter à ce qui se passe. Cette vidéo, c'était au moment où on a célébré une fusion de nos recherches entre l'IAC, donc plus un centre de recherche non-profit, sans but lucratif, avec WASP 3D, qui est une entreprise qui vend des machines, notamment des machines d'impression 3D, avec qui on a décidé de collaborer, parce qu'on était un peu les deux à faire ça sur la planète. Et on n'arrêtait pas de se copier l'un l'autre, on a décidé, tant qu'à faire, autant s'unir. Ce qui est très difficile. Donc vous voyez un peu une série de projets sur lesquels on a travaillé. Je vais vous montrer une série de slides après pour rentrer un peu plus dans le détail de chacun de ces éléments. Nous, on vient vraiment du monde de l'architecture pour essayer de comprendre qu'est-ce que ce serait, envisionner un peu ce futur, ces choses... qu'est-ce que ça pourrait être imprimé en 3D, mais on essaie toujours de le démontrer en construisant des prototypes réels, testant la technologie, en étant partie de ça. Et évidemment, très important, ne pas rester dans l'idée que la technologie va résoudre tout. On est très loin de là. Ça se combine. Vous allez voir dans les vidéos, il y a énormément de gens autour du chantier, énormément de gens qui dessinent, qui réfléchissent. Rien de ça est totalement automatique, loin de là. C'est juste des manières de pouvoir travailler des détails, des définitions, des éléments qu'on n'aurait pas fait normalement
sans ces outils-là. Et maintenant, du coup, il faut que je revienne à la présentation. Ah, ce qui n'était pas activé, c'est pour ça. Toujours approuver ce document, évidemment. Tac, tac, tac. Suivant. Et donc du coup, la recherche, on l'a commencé il y a une... Donc aujourd'hui, je vais présenter vraiment seulement la question de l'impression 3D et de la Terre, même s'il y a plein d'autres technologies qu'on travaille. Une en particulière recherche qu'on a fait tout au début, la plus longue, était vraiment sur la matière. Donc aujourd'hui, je crois qu'il y avait tous les experts qui en ont parlé en long, en large. Et très intéressant pour nous, on s'est inspiré énormément de ces connaissances. On a eu quelques personnes de Cratère aussi, d'Amaco, qui sont venues nous voir, même s'ils ne croyaient pas trop dans la technologie, ils ont une connaissance gigantesque qui nous ont permis de comprendre mieux cette matière, de l'adapter, de rajouter nos contraintes très spécifiques à l'extrusion en 3D. Donc on est plus proche des bétons d'argile coulés dans une nécessité de fluidité et des grands problèmes de rétraction. En plus de ça, comment ça se processe dans la machine, toute une série de caractéristiques qui étaient problématiques. On se retrouve avec des taux de rétraction très grands qu'on a su dompter, d'une partie avec des additifs naturels ou moins naturels, comme les défloculants, mais aussi des enzymes, des fibres. On a essayé les cendres, on a essayé beaucoup de choses. On a trouvé plutôt des mix assez intéressants maintenant, où on réduit à seulement 1% de rétraction. On a réussi à trouver aussi d'autres outils technologiques pour nous aider, notamment le fait que la Terre s'évapore, elle se refroidit comparé à son environnement. Donc on peut la monitoriser avec des caméras thermiques et nous utilisons des scanners 3D pour en comprendre comment se déforment les pièces, comment elles s'adaptent, comment elles sèchent, afin de comprendre si les géométries que l'on dessine puissent s'adapter de meilleure manière. Vous allez voir que dans beaucoup de nos projets, il n'y a pratiquement pas de ligne droite, parce que la ligne droite, en fait, se rétracte pratiquement pas, elle craque, alors que les courbes ont tendance à absorber les déformations. Donc on s'est retrouvé, en fait, même si on veut faire des murs droits, à insérer plein de S et de formes tout au long de ces dessins, et comment travailler avec, finalement, un mur qui est pratiquement vide. On a peut-être 30%, 40% de terre, et le reste sont des cavités qu'on a commencé à travailler d'un point de vue structurel d'une première partie, mais surtout thermique. Tout d'un coup, on peut rajouter de l'isolation au milieu, on peut rajouter des ventilations, ou des fois, on remplit avec de la terre locale pour l'inertie thermique. Et puis on a commencé à explorer aussi des choses que normalement on ne ferait pas en terre. Par exemple, commencer à perforer le mur, commencer à réfléchir à d'autres manières de travailler, d'essayer de l'alléger. Beaucoup de recherches pour essayer de pousser la limite de ce qu'on peut imprimer. Je ne sais pas si vous avez déjà imprimé, mais tout droit, ça marche plus ou moins. Dès que vous essayez de sortir à gauche et à droite, c'est beaucoup plus difficile. Donc faire des formes comme ça demande énormément de recherche sur qu'est-ce que la géométrie peut faire ou pas. Et on est très intéressé de voir comment on pourrait transformer ça dans un autre type d'architecture. La question de la voûte, fantastique. On a une culture de la voûte et du dôme historique qui nous inspire énormément. On essaie de comprendre quelle est la forme, quelle est la géométrie que l'on pourrait faire sans avoir besoin de support pour faire ces éléments. Bizarrement, on revient à des formes gothiques, mais tout d'un coup, on a la possibilité ou la liberté de s'adapter à des programmes beaucoup plus complexes. Le support, on essaie de le travailler aussi. C'est très complexe parce que la terre se déplace et le bois doit se déplacer avec ça. Donc on a trouvé plusieurs astuces pour essayer à travailler ça. Encore ici, on s'inspire énormément d'une histoire très riche qui nous permet de comprendre comment détailler ces éléments-là et les intégrer dans un processus de fabrication digitale comme celui-là. Juste pour mettre un petit overview, donc on a développé une série d'outils, de manières de travailler presque scientifiques, mais qui s'approchent d'un design qui essaie d'être performatif, qui essaie de démontrer une certaine performance. Donc par exemple ici, comment une feuille très légère se plie pour être beaucoup plus rigide, non ? Comment on travaille ce genre de détails. On peut comprendre avec des analyses structurelles, on peut travailler la question de la performance climatique et mesurer combien on isole dans un certain bâtiment. On peut voir même la transmittance, comment on travaille le joint avec une fenêtre par exemple ou une porte.
On travaille aussi avec des systèmes de ventilation, comment le flux d'air peut passer dans ces cavités ou dans l'espace et comment on peut les placer. On a récemment travaillé aussi sur la surface, comment l'eau viendrait passer sur la surface, peut-être éroser, on ne dit pas ça en français, éroder, merci, j'en perds mon français, éroder la surface, comment on pourrait ralentir le flux ou accélérer, le diriger dans un endroit. Et tout ça, ça n'a pas de coût de fabrication, parce que la machine, pour elle, que ce soit simple ou complexe, ce n'est pas un coût. Et au niveau de la computation du dessin, c'est aussi des choses que l'on pouvait programmer d'un point de vue algorithme. Donc tout ça, ce seraient des détails qui viendraient sans coût additionnel. On commence à regarder aussi le thème de l'ergonomie, comment on pourrait tout d'un coup intégrer d'autres formes dans le bâtiment pour s'adapter à nos besoins. Juste pour centraliser un peu tout ça, donc on a eu beaucoup de recherches, beaucoup de directions, quel type d'architecture on pourrait imaginer avec ça, évidemment influencé par différentes cultures, différents climats, différents sites, différents programmes, comme qu'est-ce que serait qu'un espace voûté avec des supports et quel genre d'espace urbain on pourrait imaginer, comment on pourrait travailler, on a pas mal de travail en ce moment avec l'Afrique, comment ça pourrait être travaillé dans d'autres cultures, par exemple celle de la privacité, où la transparence est très importante, ou une maison plus dans un climat méditerranéen. On a utilisé cette direction comme un exemple, et on a décidé d'essayer de construire un prototype à Valdaura, qui est le centre de recherche que nous avons au milieu de la forêt, pour construire un prototype où on travaille avec de la terre du site. Donc on a extrait les fondations, on a creusé, on a pris la terre, on n'a mis que des fibres de sisal dedans, très peu d'additifs à partir d'enzymes. On a réussi à imprimer la grande partie du projet avec ça. On a fait juste une fondation en utilisant du gabion, donc des cailloux dans des cages en métal. On a juste un soubassement avec un mix de terre et de géopolymère. Donc je crois qu'on n'en a pas entendu parler avant, pour travailler là-dessus. Et finalement, une grande toiture en bois pour protéger. 1 minute, parfait. Donc voilà, ça c'est un exemple où on essaie de combiner toutes ces recherches dans un prototype que l'on a fini en mars dernier, où on a intégré un peu tous ces éléments dans un petit objet. Donc c'était un peu de travail pour nous pour arriver à ce niveau-là. Mais on est assez content de réussir à le démontrer. Et maintenant, on a rangé, on est en train de mettre une vingtaine de senseurs dans les murs, dans l'intérieur, etc., pour vérifier comment ça se passe. Et donc je vais conclure sur une petite vidéo, si ça marche. Cette fois-ci, oui. Par contre, il y avait une petite musique aussi. Je ne sais pas si je l'aurai ça. Bon, ça. Je pense que ce sera sans musique. Bon, je fais un peu de commentaires du coup, voix off. Et donc là, ce que vous voyez, c'est le parc naturel de Collserola, qui est à 20 minutes de Barcelone. Vous voyez notre site avec un panneau solaire sur la gauche, la terre qu'on nous a extraite, qu'on est en train de faire sécher sous la bâche, et les structures triangulaires qui étaient pour imprimer. On a travaillé avec une terre très très argileuse, qu'on a eu la chance, donc on a au début dû corriger, puis finalement on n'a pas eu besoin. Donc on a réussi à juste une nécessité de filtrer la granulométrie. Dans ce cas-là, la pompe n'accepte difficilement des granulométries plus que 10 mm. On est plutôt de l'ordre de 5 mm les cailloux maximum que l'on tient dedans. Vous voyez les fibres de sisal qu'on a rajoutées dedans. On a besoin encore d'industrialiser quelques procédés de fabrication et de mix. J'en ai vu déjà plein aujourd'hui. Et je suis sûr qu'il y a plein de professionnels ici qui peuvent nous aider. Finalement, le mix que l'on a fait, l'on place dans une pompe. Dans ce cas-là, c'est une pompe sans... comment on appelle ça ? Cavité, qui ne fait pas de bulle. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Pompe mono, d'ailleurs, je crois que c'est en français. Tout ça vient dans un tube jusqu'à la tête d'impression qui travaille dans un système radial. Donc c'est une espèce de grand bras sur lequel est accroché ce tube et qui dépose la matière là où c'est nécessaire. Tout ça c'est basé sur des codes open source qui permettent de pouvoir contrôler la machine. Vous allez voir de temps en temps quelqu'un avec son téléphone tout le temps à côté du site. C'est pas du tout qu'il est sur WhatsApp ou sur Instagram, c'est qu'il est en train de contrôler la machine depuis son téléphone, lui demander d'aller plus vite, plus lentement, d'adapter le mix. Donc il y a beaucoup finalement de connaissances nécessaires sur site pour comprendre cette matière, adapter les machines
et faire en sorte que tout ça, ça marche. Vous voyez que toutes les formes sont très ondulées pour adapter et pour absorber beaucoup de ces différences de séchage qui vont se passer dans le bâtiment. Et puis comment les détails sont déjà préparés pour pouvoir mettre la structure en bois ou l'isolant ou la manière dont est accrochée une table, un lit, un toit, une porte, une fenêtre, déjà préparés dans le système. Donc ça permet d'aider énormément. On a pris le choix de garder les lignes d'extrusion en extérieur très visibles et en intérieur de recouvrir avec un enduit en argile. Et on espère que la grande toiture nous permette qu'on n'ait pas besoin de mettre un enduit à l'extérieur, mais on a quand même protégé avec un spray à base d'huile de lin et je crois que c'était du jaune d'œuf dans certains endroits. Vous voyez aussi les petites lignes horizontales, elles ont été renforcées avec un peu plus de résistance, une espèce de barbotine qui a été mélangée avec encore plus d'œuf et d'huile pour renforcer vraiment ces lignes-là en particulier qui seraient exposées plus sérieusement. Vous voyez la base qui a été coulée aussi dans un moule imprimé en 3D qui essaie de faire un parallèle avec le reste du mur. Les grilles de ventilation et plein de petites choses, plein de détails qu'on arrive à intégrer maintenant dans le dessin et qu'on peut généraliser très facilement à grande échelle. Et ça sera tout pour aujourd'hui et j'attends avec impatience toutes vos questions. Merci beaucoup. Une impression en 3D très impressionnante, on va dire. Hein. Voilà.